Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence du Réseau québécois de soins palliatifs. Je vais ouvrir ma caméra. De soins palliatifs et de fin de vie. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. On a la chance d'avoir Gina Bravo, qui est une membre du réseau depuis le début et puis qui est sur le comité de direction du RQSPAL de l'Université Sherbrooke. Et elle va nous entretenir aujourd'hui sur l'expérience de fin de vie des personnes avec en fait, un TNCM qui décède au CHSLD dans les CHSLD. Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Merci. Merci, François. Désolée d'avoir écourté mon titre. Je le trouvais déjà un peu long. Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, pour l'acronyme, c'est le trouble neurocognitif majeur. Donc, comme le titre le suggère, en fait, je vais vous dresser un portrait de l'expérience de fin de vie des personnes qui ont ce trouble et qui décèdent en CHSLD. Alors, le plan de ma présentation, je vais brièvement décrire ce qui nous a motivés à mener cette étude. Je vais parler du cadre dans lequel elle se situe, de ses objectifs, de la démarche qu'on a suivie. La majeure, plus longue partie de ma conférence va porter sur le point suivant, donc le portrait des résidents en question, une brève discussion et j'espère qu'on aura le temps, quelques minutes à la fin pour des questions et des échanges. Alors, la motivation, je la base sur un certain nombre de statistiques que vous connaissez sans doute, mais bon, je m'en sers un peu comme introduction de mon sujet. Vous savez sans doute qu'on estime qu'il y a environ 1 million de Canadiens qui auraient éventuellement une forme de démence d'ici 2031. Vous savez aussi sans doute que le nombre de décès dans ce contexte augmente rapidement. C'est un peu ce que vise à illustrer cette figure que j'aime bien, qui date, elle couvre les données jusqu'en 2010, mais elle montre clairement, je trouve, que l'on décède beaucoup moins de cancer, par exemple, ou de maladies cardiovasculaires, mais beaucoup plus de, ici c'est marqué maladie d'Alzheimer, mais plus généralement de démence. En fait, ça, ce n'est pas les proportions de personnes qui décèdent de ces différentes maladies, mais bien des changements dans le taux de décès. Donc, on décède beaucoup plus de démence que l'on décédait avant ou de beaucoup moins de cancer, essentiellement à cause des progrès de la médecine, les changements dans les habitudes de vie et pour ce qui est de la démence, avec le vieillissement et l'absence de traitement ou de moyens de prévenir ou de guérir cette maladie. Vous savez sans doute aussi que la majorité de ces décès surviennent en soins de longue durée. C'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada, c'est vrai dans plusieurs autres pays. Et par exemple, on estime que la vaste majorité des résidents en soins de longue durée ont une atteinte cognitive. Il y a un certain nombre d'études qui démontrent que la qualité des soins serait sous-optimale pour cette clientèle en fin de vie. Cependant, cette évidence ou ces données proviennent majoritairement des États-Unis et de l'Europe. Ça, c'est une autre figure que j'aime bien, qui elle aussi s'arrête en 2010. Mais essentiellement, ce que les auteurs avaient fait, c'était d'identifier simplement le pays duquel provenaient différentes études qui portaient spécifiquement sur les soins de fin de vie dans la démence. Alors, vous voyez que c'est à ce moment-là, les études provenaient surtout des États-Unis, à cause de l'étude Cascade essentiellement, un peu du Royaume-Uni, etc. Donc, vous voyez, le Canada, il est en noir, il est relativement petit. Et si on prend le Québec là-dedans, il sera encore plus petit. Donc, je pense que la distribution a probablement changé depuis. Je pense que les Pays-Bas, en particulier, occuperaient une plus grande partie de cette part, mais je douterais qu'au Canada, on ait beaucoup plus d'études sur le sujet. Alors, tout ça nous avait amené à conclure que la recherche au Québec sur la fin de vie dans le contexte de la démence accusait un retard par rapport à d'autres pays et on a voulu contribuer à corriger cette situation. Alors, je vous décris brièvement le cadre dans lequel s'est déroulée l'étude qui visait à combler en partie ce manque de connaissances. Alors, nous avons développé un observatoire de la fin de vie dans la démence. Je ne sais pas si vous reconnaissez la photo, c'est le bel observatoire du lac Mégantic dans notre région. Donc, qu'est-ce que c'est que cet observatoire? Essentiellement, c'est une infrastructure de recherche qui vise à soutenir l'étude ou la collecte de données, ultimement l'amélioration de la qualité des soins que reçoivent ces personnes qui décèdent en contexte de démence. Cet observatoire repose sur deux piliers, et là, vous êtes témoin de mes capacités limitées d'artiste. C'est la seule façon que j'ai trouvé d'illustrer que l'observatoire repose sur deux piliers. Donc, à gauche, c'est un partenariat avec les milieux où se retrouve cette population qui nous intéresse et sur laquelle on connaît peu de choses à notre avis. Et à droite, l'implantation dans chacun de ces milieux
d'une collecte uniformisée de données sur cette clientèle. Alors, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, donc de cette première collecte de données qui a été faite dans ce contexte. Alors, l'objectif de l'étude comprenait de dresser un portrait, comme je l'ai annoncé, des personnes qui décèdent avec un trouble neurocognitif majeur dans un CHSLD du Québec, la qualité des soins qu'elles ont reçus en fin de vie et la qualité du décès ou du processus de décès. Donc, en anglais, on dit quality of care puis quality of time. Quelques informations sur comment nous avons procédé. Bon, en termes de dispositifs, encore une fois, en anglais, on parle d'une mortalité follow-back study. Sur Google, j'ai trouvé étude de suivi de la mortalité. Je trouvais que ce n'était pas une mauvaise traduction. Personnellement, je n'ai jamais utilisé cette expression, mais essentiellement, on recrute des résidents qui sont déjà décédés et on regarde rétrospectivement, d'où le follow-back, la qualité des soins qu'ils ont reçus à travers différents informateurs. Donc, la population qui nous intéresse, elle est hiérarchique à deux niveaux. D'une part, il y a les établissements de soins de longue durée où se retrouvent les personnes qui nous intéressent. Et dans chacun de ces établissements, on recrute un certain nombre de résidents qui sont décédés avec un trouble en question. Vous avez ici la liste des critères d'admissibilité à l'étude. Ils sont relativement précis, donc un diagnostic clinique de trouble ou de démence, admis plus de 30 jours avant le décès, a passé plus de 15 jours des 30 derniers jours dans le milieu en question, simplement parce qu'on veut pouvoir attribuer la qualité des soins qu'a reçu la personne au milieu en question. Le résident est décédé dans le milieu ou au plus 3 jours après une admission en soins aigus. Alors, c'est des critères très précis, pardon, mais qui sont les mêmes que d'autres études qui ont été faites à travers le monde et qui permettent donc de faire des comparaisons internationales. Nos sources de données sont de 4 ordres. On a des données qui proviennent d'un administrateur du milieu, du dossier du résident, d'un intervenant et d'un proche du résident. Alors, je vais vous les décrire brièvement. Donc, l'administrateur du milieu, on lui demandait, une fois qu'il avait accepté de participer, de remplir un questionnaire qu'on appelle le questionnaire administrateur, puis ça se faisait via un site web sécurisé avec un mot de passe personnalisé. Et il devait aussi désigner une personne contact. Comme le mot le suggère, c'était la personne qui était notre interlocuteur pendant toute la durée de la collecte de données. Alors, cette personne contact, d'abord, à la suite d'un résident qui était admissible, donc qui satisfaisait nos critères, elle donnait accès à notre agent de recherche, notre assistant de recherche, donc accès au dossier du résident pour une extraction de données. Ensuite, elle devait identifier l'intervenant le mieux placé pour remplir ce qu'on a appelé le questionnaire intervenant, donc la personne la plus impliquée dans les soins de fin de vie de ce résident. L'intervenant, on lui demandait de compléter le questionnaire au plus 2 semaines après le décès pour faciliter la mémoire. La personne contact devait aussi identifier le proche le plus présent dans la semaine qui précédait le décès, donc la personne que l'on jugeait la mieux placée pour fournir des informations sur la dernière période de vie de ce résident. La personne contact donc postait un questionnaire aux proches 1 mois après le décès, donc pour laisser un certain temps de vivre le deuil, et envoyait une carte rappel 2 semaines plus tard. Donc, si je résume, nos données proviennent d'un questionnaire administrateur du dossier du résident, d'un questionnaire rempli par l'intervenant le plus impliqué dans les soins et d'un proche qui a le plus visité le résident à la fin de sa vie. Tout ça a peut-être un peu l'air compliqué pour les milieux, mais on avait préparé un ensemble de documents pour que ça soit le plus facile possible pour eux. Donc, il y avait un guide d'instruction qui décrivait tout le matériel et comment les choses allaient se passer. Pour chacun des milieux, on avait une espèce de trousse qui nous est illustrée, dans laquelle il y avait une chemise pour chacun des résidents à recruter. Et dans chaque chemise, il y avait tous les documents nécessaires pour ce résident. Donc, le questionnaire intervenant, le questionnaire pour le proche, l'enveloppe pour le poster qui était pré-timbrée, pré-adressée, etc. La carte rappel aussi qu'il fallait envoyer 2 semaines plus tard. Alors, je ne vous décrirai pas tout de suite les différentes variables, simplement pour dire, j'aurais dû dire ici, que les variables qui nous intéressaient, on les a insérées dans le questionnaire qui nous semblait offrir la plus grande validité et en même temps le moins de fardeau pour la personne qui nous donnait la réponse ou qui répondait à la question pendant la collecte des données. Donc, je ne vais pas vous décrire les différentes variables parce que vous allez les voir, ou la majorité d'entre elles,
à travers les résultats. Je vais simplement mentionner 4 grilles, en fait, standardisées, validées, qui ont été insérées dans le questionnaire destiné aux proches. Alors, vous avez ici la page couverture du questionnaire en question. Vous voyez, j'espère, je ne sais pas si c'est trop petit, là, enquête auprès des familles et des proches. Donc, ça, c'est le questionnaire qui était posté aux proches. Alors, il y avait 4 grilles standardisées qui étaient incluses dans le questionnaire des proches. Et je ne sais pas si vous connaissez, si vous faites de la recherche dans le domaine, vous êtes probablement familier avec ça, mais ne le sachant pas, j'ai pensé vous les décrire brièvement. Alors, vous voyez que le premier, le troisième et le quatrième ont la même référence. Donc, c'est les outils qui ont été développés par Volicer en 2001, qu'il a publié, je crois. C'est les outils reconnus comme les plus valides, c'est les outils les plus utilisés à travers différents pays, encore une fois, ce qui permet la comparaison inter-pays. Alors, le premier, c'est le Satisfaction with Care, qui, vous allez voir, qui se rapporte sur le dernier mois. Donc, premier, satisfaction par rapport aux soins. Le deuxième, c'est la satisfaction par rapport à la communication avec l'équipe soignante. C'est l'instrument de Biola. Les 2 derniers, gestion des symptômes et évaluation du confort en fin de vie. Donc, les 2 premiers sont reconnus pour mesurer la qualité des soins de fin de vie, tandis que les 2 derniers mesurent la qualité du décès ou quality of dying. Ça se dit un petit peu mieux en anglais. Alors, je vous les illustre au cas où vous ne les connaissez pas. Donc, le Satisfaction with Care comprend 10 items qui se rapportent au dernier mois de vie. Vous voyez l'échelle de mesure que les proches sont invités à utiliser. Et je vous donne quelques exemples. Je me suis sentie pleinement impliquée dans toutes les prises de décision. J'aurais probablement fait des choix différents si j'avais été mieux informée, etc. Donc, ça touche un petit peu la communication, mais ce n'est pas spécifiquement sur la communication. Donc, d'autres items touchent d'autres aspects. Donc, l'outil est relatif spécifiquement à la communication, comprend 7 items. Lui aussi couvre le dernier mois de vie et utilise la même échelle de mesure. Alors, je vous donne des exemples. Vous avez toujours obtenu de l'équipe soignante l'information sur les choses auxquelles il fallait s'attendre. Vous avez compris les propos de l'équipe soignante. Donc, c'est une chose pour l'équipe soignante de donner les informations, c'en est une autre pour la famille de bien les comprendre. Alors, c'est ce qui est évalué à travers cet outil. Le troisième, gestion des symptômes. 9 items. Donc, à gauche, vous avez une liste de symptômes. Il y en a 9. Encore une fois, la période couverte, c'est le dernier mois de vie. Vous voyez l'échelle de mesure. Ici, les symptômes, c'est l'intensité, non, c'est la fréquence qui est mesurée par cet outil. Donc, par exemple, de la douleur, de l'essoufflement. Tandis que le dernier, le CAD, le Comfort Assessment in Dying, 14 items, certains sont les mêmes que dans l'outil précédent, d'autres sont nouveaux. Et ici, c'est l'intensité des symptômes que l'on mesure et ça couvre la dernière semaine de vie. Pour cet instrument seulement, il peut aussi être administré par l'intervenant et en fait, dans notre étude, on a inclus dans les 2 questionnaires. Donc, ça va permettre de comparer l'évaluation du proche et de l'intervenant par rapport au confort en fin de vie pour un même résident. Alors, vous allez voir les résultats un petit peu plus loin. Alors, quelques résultats. Donc, je vous donne un aperçu des variables que nous avons et des participants. Donc, au niveau de la participation, 13 des 16 milieux contactés ont accepté de collaborer. Ces milieux sont situés donc en Estrie où nous sommes, dans la région de Québec et dans la région de Montréal. Sur une période de 2 ans, ces milieux ont permis de recruter 172 résidents qui satisfaisaient nos critères et pour lesquels il y a eu une extraction de données par notre assistant de recherche. Pour ces 172 résidents, 156 questionnaires intervenants nous ont été retournés pour un taux de participation de 91 et 95 questionnaires proches, à peu près 1 sur 2. Je rajoute dans le bas qu'au total, il y a 90 résidents qui ont à la fois un questionnaire intervenant et un questionnaire proche. Ça peut être pertinent, par exemple, dans le contexte où on veut faire une analyse sur des variables dont certaines se retrouvent dans le questionnaire proche et d'autres dans le questionnaire intervenant. Donc, évidemment, il faut avoir les 2 questionnaires pour pouvoir faire ce type d'analyse. Quelques informations sur les milieux. Donc, la majorité étaient des milieux publics. On avait 2 milieux privés. Vous voyez la variation au niveau de la taille, donc des milieux de différentes tailles. Variation aussi importante au niveau de la proportion de la clientèle qui avait des troubles cognitifs, soit légers, modérés ou graves. Certains milieux avaient presque exclusivement ce type de patients. 10 ou 77% des administrateurs nous ont dit que tout ou presque tout le personnel avait été formé
en soins palliatifs fin de vie. On n'a pas plus d'informations sur le type de formation qu'ils ont reçu. En termes de ressources en soins palliatifs fin de vie, donc vous voyez que 3 avaient une unité de soins palliatifs dans l'établissement. 2 avaient des consultants en soins palliatifs, mais pas d'unité comme telle. Les autres avaient accès à des spécialistes en soins palliatifs qui étaient extérieurs à leur milieu. Et au moment de faire l'enquête, la moitié des milieux avaient implanté un programme de soins cliniques. Au niveau des résidents, donc nos 172 résidents recrutés, j'ai mis une petite étoile simplement pour vous dire que le nombre, il y a des données manquantes. Si la variable que je vous présente provient du questionnaire proche, on a au plus 95 résidents pour qui on a cette information. Si la variable vient du questionnaire intervenant, on en a beaucoup plus, 156 et 172, quand la variable a été prise dans le dossier du résident. Alors, vous voyez, la majorité étaient des femmes, un âge quand même avec une bonne étendue, donc tous des gens qui sont décédés en contexte de démence, 60 à 105 ans. La moitié de l'échantillon était francophone. On avait 2 milieux juifs, donc je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais en tout cas, je vais la prendre pareil. On avait 2 milieux juifs, d'où la proportion relativement élevée de gens pour qui l'affiliation religieuse est le judaïsme. Nombre d'années dans le milieu, 3 en moyenne. Il y en a que ça faisait quelques mois qui sont arrivés avant leur décès et d'autres jusqu'à 14 ans dans le milieu. Habilité à communiquer, nulle ou presque, 3/4 des résidents, ce qui n'est pas vraiment, ça c'est dans la dernière semaine de vie, donc pas vraiment surprenant étant donné la clientèle que l'on étudie. Le score au SMAP, je ne sais pas si vous êtes familier avec le SMAP, qui est une mesure d'autonomie fonctionnelle qui est utilisée dans l'ensemble du réseau. Le score maximum, c'est 87. Plus c'est élevé, plus les gens ont des incapacités fonctionnelles. Donc, vous voyez qu'ils avaient beaucoup d'incapacités dans l'ensemble de l'échantillon. Alors, les organisateurs m'ont demandé, pour rendre les choses un petit peu plus dynamiques, de vous poser des petits quiz. Alors, j'en ai inséré 3 dans mes diapos. Alors, je vous invite à jouer le jeu et peut-être à répondre si ça vous tente. Donc, la première, parmi les 172 résidents que nous avons évalués, quelle proportion, selon vous, et je vais vous donner évidemment la réponse sur la diapo suivante, ont été transportés à l'urgence durant le dernier mois de vie? Vous avez 4 choix de réponse. Ont été hospitalisés pendant le dernier mois de vie. Et la dernière, je pense, c'est ont été pour lesquels il y a eu une tentative de réanimation. Donc, ici, vous avez les complications et les interventions qui se sont déroulées dans le dernier mois pour le résident. Alors, vous voyez qu'en moyenne, il y avait 2 complications par résident qui ont été identifiées et un peu moins d'une intervention par résident pour répondre à ces complications. Toutes les complications, donc, n'ont pas entraîné une intervention. Alors, par rapport à la petite question que je vous ai posée, proportion de résidents qui ont été transportés à l'urgence durant le dernier mois de vie, 9 %, donc ceux qui avaient choisi B, c'était la bonne réponse. Hospitalisés aussi, B, la bonne réponse, 7 %. Tentative de réanimation, il y en a eu 3, d'après les informations que l'on a pu trouver. Donc, 2 sont décédés la même journée et l'autre est décédé 2 semaines plus tard. On avait aussi une certaine proportion de résidents qui ont reçu une hydratation ou une alimentation artificielle. Au niveau du processus de soins, on est maintenant rendu à la dernière semaine. On demandait, on a essayé d'identifier les résidents pour qui il y avait eu une intervention de prolongation de la vie, donc d'initiés, vous voyez à peu près un résident sur 3. Non initiés, ou en anglais on dit withheld, donc on s'est retenu de faire quelque chose, par exemple d'administrer des antibiotiques en cas de pneumonie, 21 %, et withdrawn, donc un traitement qui était débuté mais qui a été interrompu, 17 %. Le jour du décès, donc vous voyez que je m'approche du dernier moment. Médication active, on a toute une liste de médications. J'ai mis seulement les opioïdes qui étaient le plus fréquent, donc 3 résidents sur 4 en avaient le jour du décès. Cause principale de décès, pneumonie dans un tiers des cas. C'est l'information qui provient des certificats de décès. Presque tous sont décédés dans le milieu, ce qui reflète le fait que peu sont hospitalisés ou transférés à l'urgence. Les personnes présentes au moment du décès, donc dans un certain nombre de cas, des proches, sinon du personnel soignant, voire encore les deux. Pour 9 % des résidents, il n'y avait personne, ce que je trouve toujours un peu triste. Éléments liés à la prise de décision, donc 59 % des proches nous ont dit que le résident avait exprimé ses volontés, majoritairement par écrit.
Et de mémoire, je dirais qu'environ la moitié des proches ont dit que cette expression des volontés avait facilité la prise de décision. Au niveau des objectifs de soins, donc des niveaux d'intervention médicale, vous voyez que c'est le confort qui avait été choisi pour la majorité des résidents. En fait, cette variable-là a 4 catégories, comme le formulaire de l'INES, mais je l'avais ramené à 2 catégories pour simplifier mon tableau. Alors ça, c'est un exemple de variable que l'on a chez les résidents. Si on prend les 95 proches qui nous ont retourné le questionnaire, vous voyez que c'était majoritairement des femmes avec un groupe d'âge assez varié, assez scolarisé aussi. Plus de la moitié avait un diplôme collégial ou universitaire. 71% étaient un enfant de la personne décédée, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Environ, ou encore une fois, 50% des proches avaient visité le résident plus de 10 fois dans le dernier mois. 82% ont vu le résident le jour du décès, le reste la semaine précédant le décès. Ça ne pouvait pas être plus loin que ça, puisque c'était un de nos critères d'admissibilité du proche. Il devait avoir visité le résident dans la dernière semaine. La moitié des proches étaient présents au moment du décès. Et on leur demandait aussi avec qui avez-vous discuté des soins de fin de vie concernant ce résident. Donc, vous voyez, 63% ont dit avec le médecin, un peu plus avec une infirmière, et un tiers nous ont dit qu'ils discutaient de ça avec d'autres membres de leur famille. Bon, j'espère qu'on n'aura pas les mêmes problèmes que tout à l'heure. En fait, la deuxième et la dernière question que je vous pose, si vous voulez bien jouer le jeu encore une fois. Alors, en anticipation des résultats que je vais vous présenter dans un instant, parmi les 4 outils standardisés insérés dans le questionnaire proche, lequel, selon vous, aura obtenu le pire résultat, c'est-à-dire la moyenne la plus faible? J'aurais pu faire la question inverse, le meilleur résultat, mais bon, j'ai choisi le pire résultat. Donc, je vous rappelle mes 4 outils. Satisfaction face aux soins, ça porte sur le dernier mois. Satisfaction face à la communication, le dernier mois aussi. Gestion des symptômes au niveau de c'est la fréquence, ma mémoire est bonne, dans le dernier mois, et le confort dans la dernière semaine. Alors, ma troisième et dernière question, si vous vous souvenez, une évaluation du degré de confort dans la dernière semaine a été fournie en double via le CAD par les proches et par les intervenants. Donc, parmi mes 4 grilles standardisées, c'est la seule qui est incluse dans les 2 questionnaires. Alors, je vous demande lequel, selon vous, de ces 2 groupes, donc des proches ou des intervenants, a fourni une évaluation plus négative, donc une moyenne plus faible. Encore une fois, donc qui est le plus critique ou le moins satisfait ou pense qu'il y a plus besoin d'amélioration au niveau du confort en fin de vie. Alors, ça, c'est la diapo qui résume en fait les résultats sur les variables qui sont principalement d'intérêt, la qualité des soins en fin de vie et la qualité du décès. Alors, vous voyez dans le bas, encore une fois, je ne sais pas si on voit ma flèche, les 4 outils, les 4 grilles qui sont insérées dans le questionnaire aux proches. Et comme je viens juste de le mentionner, pour ce qui est du CAD, l'évaluation du confort au moment du décès, ça a été fourni par l'intervenant aussi. Alors, ici, vous avez satisfaction face aux soins et par rapport à la communication, je pense que la majorité avait choisi satisfaction ou insatisfaction par rapport à la communication. En fait, vous voyez que ce n'est pas tout à fait ça la bonne réponse, du moins dans notre échantillon. Donc, un peu moins de 80% de satisfaction par rapport à ces 2 items, les soins et la communication. Juste pour ceux qui sont familiers avec les échelles, là, avec ces échelles, je les ai ramenées sur une échelle commune de 0 à 100 pour pouvoir les comparer. Alors, gestion des symptômes, un peu plus faible, on est un peu à peine en haut de 60%, et c'est le confort en fin de vie. Donc, je vous rappelle, les 3 premiers, c'est le dernier mois, le 4, c'est la dernière semaine. Donc, le confort en fin de vie, c'est ce qui a été coté le plus faible par les familles. Et pour ce qui est de ma question 3, alors la dernière question, qui, entre les proches et les intervenants, coteront plus bas? Bien, vous voyez que c'est les proches qui sont le plus négatifs par rapport à cet aspect que nous avons mesuré. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le petit rond, c'est la moyenne qui est ici, puis ça représente la variabilité autour de cette moyenne. Dans les 2 questionnaires, donc aux proches et aux intervenants, on a aussi demandé comme une question globale. Somme toute, finalement,
comment qualifieriez-vous les conditions de décès de ce résident? Vous avez les résultats ici. Donc, vous voyez qu'environ 80% des proches ont dit que les conditions étaient bonnes ou très bonnes. Même chose à peu près pour les intervenants, bien qu'ici, on voit que les intervenants sont plus critiques. Il y a plus de bonnes que de très bonnes. Quand même, 80% de satisfaction. Il y a quand même ici 20% de nos répondants, qu'ils soient proches ou intervenants, qui ont qualifié les conditions de décès de mauvaises ou très mauvaises. Je ne l'ai pas écrit, là, c'est un petit peu serré dans le petit coin. Ou qui ont préféré ne pas répondre. C'est pas une donnée manquante, là. Il y avait le choix « je préfère ne pas répondre » qui était donné comme option. Et nous, on considère que les gens, en général, qui ne veulent pas, c'est une hypothèse, mais bon, qui ne veulent pas répondre, c'est parce qu'ils sont insatisfaits et ne veulent pas l'exprimer. Donc, vous voyez, ici aussi, avec un angle différent, on voit qu'il y a des besoins d'amélioration. Enfin, je pense que c'est ma dernière diapo pour les résultats. Aux intervenants seulement, on offrait une liste de facteurs et on disait lesquels parmi vous auraient permis d'améliorer les conditions de décès de ce résident. Encore une fois, chaque questionnaire est spécifique à un résident. Et donc, vous voyez les choix de réponse et ceux qui les ont choisis. Évidemment, on pouvait choisir plus d'un facteur. Donc, vous voyez qu'environ un tiers des intervenants ont dit rien n'aurait pu améliorer la situation. Évidemment, ça peut être soit parce qu'ils étaient contents, soit parce qu'à leur avis, il n'y aurait rien qui aurait changé la situation. Après ça, on va à, j'ai perdu ma petite flèche, 29% de gens qui ont choisi plus de temps, moins de cas, donc un peu tout ce qui touche le caseload. On a un 22% qui jugeait qu'il aurait fallu une plus grande implication des familles, ce que je trouve intéressant aussi. Et le dernier, bon, plus de ressources humaines, ce qui touche un petit peu au caseload, là, deux éléments qui sont un peu corrélés. Alors, voilà pour le portrait. Évidemment, un portrait, comme vous le savez, ça soulève plus de questions que de réponses. On voudrait souvent savoir, est-ce que, par exemple, les intervenants qui ont choisi tel élément, il y a d'autres variables qui sont corrélées avec ça. Ce sera l'objet de travaux futurs. Alors, ma discussion, je l'ai formatée, je l'ai séparée en deux sections. Je vais revenir brièvement sur l'étude, donc sur les données que je vous ai très brièvement présentées. Et je voudrais dire quelques mots sur l'Observatoire fin de vie démence par la suite. Alors, au sujet de l'étude, je pensais commencer par les forces et limites. Évidemment, c'est une étude pré-COVID, c'est important de le mentionner. La situation est peut-être pire pendant la COVID. Il serait certainement intéressant de poursuivre la collecte des données post-COVID pour voir si, à tout le moins, il pourrait avoir un effet positif de ce triste événement et que les soins qui sont donnés à cette clientèle seraient améliorés. Évidemment, vous comprendrez que ça ne ferait pas beaucoup de sens d'avoir fait cette étude-là pendant la pandémie. Ça me semblerait tout à fait irréaliste. Dispositif rétrospectif, c'est à la fois une force et une limite. Une limite parce que la collecte de données étant rétrospective est toujours soumise à des biais de rappel, bien entendu, mais c'est aussi une force dans le sens que le devis rétrospectif est le seul qui permet de constituer un échantillon représentatif de personnes décédées comparativement à un dispositif prospectif. Je voudrais souligner aussi le taux élevé de participation que nous avons eu de la part des milieux, de la part des intervenants aussi. Ce sont les taux les plus élevés qu'on retrouve dans la littérature. Pour ce qui est des proches, c'est comparable. 50%, c'est la valeur que l'on retrouve en général. On a une source multiple de données, donc pas seulement des données qui proviennent des intervenants. Leur point de vue est très important, mais d'une certaine façon, les intervenants sont un peu juges et parties. Et donc, je pense que c'est important d'aller chercher des données ailleurs aussi. Nous avons utilisé des grilles validées, spécifiquement développées pour cette clientèle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biais possible. Évidemment, c'est des données auto-rapportées. Par exemple, si les attentes, on mentionne souvent le fait que les attentes peuvent être basses, et donc on peut coter élevé si on a de faibles attentes, ce qui ne veut pas dire que la qualité des soins est optimale. Il y a un certain nombre de données manquantes, mais pas juste par le fait que quelqu'un n'a pas retourné le questionnaire, même dans les questionnaires retournés ou dans les dossiers des résidents, il y a des variables qu'on s'attendait de trouver, qu'on n'a pas trouvées. Un exemple, par exemple, le SMART, donc la mesure d'autonomie fonctionnelle, qui est obligatoire dans tout le réseau de la santé et qu'on n'a pas trouvé dans une trentaine de dossiers. Peut-être que ça a été fait, mais c'était mal placé. On n'a pas pu mettre la main dessus.
Enfin, je dirais que quand on se compare, on a un échantillon relativement grand qui va permettre de faire des choses, mais qui pourrait être limité pour certains types d'analyses. Donc, dépendant de ce qu'on peut faire, ce qui nous intéresse, on pourra le faire avec l'échantillon qu'on a ou on pourra pas si ça exigerait des échantillons plus grands. Alors, si on essaie de se comparer avec ce qu'on sait dans la littérature, j'ai mis certains éléments comparatifs. Donc, au niveau de la population, ce n'est pas un résultat qui vous étonnera. La population est de plus en plus âgée, avec plus de comorbidité et des besoins de plus en plus complexes. Donc, les gens arrivent dans les milieux d'hébergement plus loin dans la trajectoire, ils restent moins longtemps et ont des besoins plus importants. Au niveau de l'hospitalisation, on a des taux semblables aux Pays-Bas, mais moindres qu'en Belgique et qu'aux États-Unis, qui ont tendance davantage à hospitaliser. Objectif de soins, donc vous vous souviendrez que c'était le confort, je pense, dans plus de 80% pour 80% des résidents. C'est comparable à ce qu'on retrouve dans la littérature. Une seule différence que j'ai observée, c'est le taux de personnes qui ont dit avoir discuté des objectifs de soins avec le médecin, qui est plus faible ici au Québec ou dans notre échantillon qu'aux Pays-Bas, par exemple. Et l'explication, c'est toujours la même, c'est que les médecins sont payés par l'établissement aux Pays-Bas, ce qui n'est pas le cas ici. Je vous rappelle, 9% de résidents qui sont décédés seuls, encore une fois que je trouve triste. Et, évidemment, on ne sait pas si c'est ce que souhaitaient les résidents. J'ai trouvé un article qui dit qu'il y a certaines personnes qui souhaitent décider seules, mais évidemment, on ne sait pas si c'est le cas de ces 9% de résidents. Enfin, beaucoup de similitudes quant à la nature des complications et des principales causes de décès. En d'autres termes, les maladies que l'on étudie, ou les maladies qui sont à l'origine des troubles neurocognitifs, elles sont les mêmes qu'on soit au Québec ou dans le reste du Canada ou aux Pays-Bas. Ce qui est différent, c'est la prise en charge, la façon de réagir à des complications, donc tout ce qui touche l'organisation des soins et le système de santé. Au niveau de nos 4 instruments principaux, donc satisfaction par rapport aux soins, par rapport à la communication, nos résultats, c'est intéressant que plusieurs d'entre vous aviez choisi la communication. Nos résultats, ça explique peut-être votre mauvaise réponse, nos résultats à nous sont supérieurs à ce que je retrouve dans la littérature. Évidemment, il faut être très prudent avec ce type d'affirmation. Tout ce que je fais, c'est prendre notre chiffre et le comparer à d'autres chiffres. C'est très grossier comme comparatif. Il faudrait faire des analyses qui sont ajustées pour des différences dans la population, ce que je ne fais pas avec cet énoncé-là. Au niveau de la gestion des symptômes, c'est semblable à la majorité des études, sauf pour une étude américaine qui vient de l'étude Cascade, qui en fait a un score très, très, très élevé dans la gestion des symptômes. Donc, c'est plutôt cette étude-là qui est aberrante que nous. Nous, on est comme les autres. L'évaluation du confort, relativement, on est dans le même intervalle, en fait, que les autres données que j'ai trouvées. Évidemment, tout ça, le fait qu'on soit un peu plus élevé ou qu'on soit pareil comme les autres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin d'amélioration. Je pense que la figure que j'ai montrée, je ne sais pas si elle vous parle, en tout cas, moi, je trouve que ça met bien en évidence les lacunes et les endroits où il faudrait investir pour améliorer la fin de vie pour cette population particulière. Alors, quelques mots sur l'observatoire que j'avais annoncé au début de ma discussion. Donc, simplement pour dire que la fin de vie dans la démence, c'est un domaine de recherche prioritaire ici et ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres domaines de recherche prioritaires, mais celui-là est identifié, notamment par des experts, que ce soit des experts d'ici ou d'ailleurs, comme une population pour laquelle on manque beaucoup d'informations. À ma connaissance, il y a 2 autres observatoires sur la fin de vie, un en France, un au Royaume-Uni. Le nôtre ressemble beaucoup plus à celui du Royaume-Uni, en ce sens qu'il émane d'un groupe de chercheurs par opposition à être une structure plus déterminée au niveau des décideurs ou gouvernementales. Je pense, peut-être que je suis mal placée pour le dire, mais qu'un observatoire comme ça a une pertinence sociale parce qu'on s'intéresse à la démence qui est de plus en plus fréquente, parce qu'on a peu de données, donc une pertinence sociale et scientifique, on n'a pas de traitement, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être atteintes ou qui vont décéder dans ce contexte. Je voudrais souligner aussi la réponse positive qu'on a reçue des établissements qu'on a approchés pour joindre l'observatoire, et je ne l'ai pas mentionné, j'ai fait un choix dans ce que j'allais rapporter ou pas, mais on a fait des entrevues avec tous les milieux une fois que la collecte de données était terminée dans leur milieu. Et tous ont dit qu'ils seraient prêts à poursuivre, que ça allait bien, que c'était bien rodé, que le matériel était facile à utiliser et ils seraient prêts à continuer la collecte de données. Évidemment, c'est une population qui va toujours être là, donc il va y avoir encore des résidents qui vont décéder et on pourrait poursuivre la collecte de données.
On a beaucoup de plans pour l'Observatoire. Je ne sais pas si on va réaliser tout ça, mais en tout cas, je vous en nomme quelques-uns. Évidemment, l'étendre à d'autres milieux, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada pour permettre des comparaisons interprovinciales. On s'est demandé s'il y aurait avantage à coupler notre base de données avec des données massives ou à les compléter, donc les big data qui pourraient être utilisés dans le contexte de la démence. Il y a un certain nombre d'études canadiennes qui ont été faites avec ce type de données, qui sont basées en fait sur l'InterRISE, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, donc le Resident Assessment Instrument, qui donne accès à des échantillons énormes avec des variables qui sont quand même intéressantes, bien qu'ils vont moins en profondeur que certaines des variables que nous avons. Malheureusement, à ma connaissance, le RIDE n'est pas implanté au Québec, donc toute étude qui se voudrait comparative interprovinciale et inclure le Québec ne pourrait pas utiliser le RIDE. On souhaiterait aussi recueillir des données sur les intervenants et d'autres données sur les proches. Donc, on n'a aucune information sur les intervenants, c'était volontaire, on voulait que ça soit totalement anonyme. Et chez les proches, on a uniquement des données sociodémographiques. Évidemment, les intervenants et les proches, on les a utilisés, entre guillemets, pour obtenir de l'information sur les résidents. Mais les intervenants et les proches peuvent avoir des besoins eux-mêmes qui seraient intéressants d'étudier aussi. Autre élément qui n'est pas inclus dans nos travaux jusqu'à maintenant, c'est la réponse aux besoins spirituels ou les soins donnés les soins spirituels. C'est un sujet qui m'intéresse. Souvent, quand on parle de la qualité des soins, on dit les soins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels. Donc, je me suis intéressée un peu à cette question-là, mais actuellement, on n'a aucune donnée dans ce domaine. Enfin, on va poursuivre l'analyse. On a beaucoup de données. Encore une fois, j'ai tracé un portrait, mais les relations entre les différentes variables, c'est l'objet de travaux futurs. Puis, je vous donne quelques exemples. J'ai parlé des conditions de décès, par exemple, très bonnes ou mauvaises. Et il y a un chercheur qui s'intéresse à la communication, puis qui veut voir si cette perception des conditions de décès est plus influencée par les symptômes du résident ou par la qualité de la communication. Donc, c'est un chercheur qui s'intéresse à la communication. Puis répondre à ça, je pense que c'est intéressant parce que l'intervention qui découlerait serait différente selon que c'est les symptômes qui sont plus corrélés, par exemple, avec l'appréciation que si c'est des problèmes de communication. Autre exemple, l'impact de la fréquence des visites sur la qualité des soins de fin de vie. On pourrait penser que plus la famille était présente dans le milieu, meilleure est la qualité des soins. En fait, à ma connaissance, il y a une seule étude qui s'est intéressée à cette question et ils sont arrivés à la conclusion contraire. Ils ont un peu patiné dans les discussions parce que je pense qu'ils étaient surpris eux-mêmes. Et donc, on a les données pour répondre à nouveau à cette question-là ou de façon un petit peu différente. Pour que les intervenants et les proches diffèrent-ils dans leur évaluation du confort? Donc, je vous ai mentionné que le cadre, on l'a rempli par les intervenants et par les proches. Il y a une différence significative entre les deux. Alors, moi, c'est un peu méthodologique, là, donc c'est un article que je pilote pour essayer de voir pour quel type de résident les scores sont plus faibles ou il y a un écart entre les deux points de vue. Un autre chercheur s'intéresse à la médication inappropriée. Donc, j'ai mentionné qu'on avait une longue liste de médicaments qui provient des dossiers médicaux. Et dernier exemple, qui sont les résidents chez qui les interventions ont été withheld, withdrawn. Est-ce que ça a un impact sur l'appréciation des proches, même est-ce que c'est conforme aux volontés qui avaient été exprimées, etc. Donc, voici un exemple de question. En fait, c'est des beaux projets, je trouve, pour des stagiaires d'été, même pour des projets de maîtrise comme point de départ. Puis, je profite de l'occasion, si jamais vous avez des étudiants qui s'intéressent à cette problématique et voudraient jouer dans ces données, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ou vous-même, si jamais il y a des variables qui vous intéressent. Il y a beaucoup de choses à faire, puis on en fait un à la fois. Alors, à plusieurs, ça irait plus. J'ai un peu fait une réflexion, puis je pense que je termine là-dessus, même si j'ai d'autres diapositives, c'est toujours la même qui va revenir. Une réflexion sur les finalités d'un observatoire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut atteindre avec un observatoire de cette forme-là? Évidemment, le premier objectif, la raison d'être de la création de l'observatoire, c'est vraiment de favoriser la qualité des soins. Donc, dresser un portrait, voir où sont les lacunes, mettre en place des interventions, les évaluer pour améliorer les choses. Mais je pense qu'on peut entrevoir beaucoup d'autres retombées. Donc, donner une voix à ceux qui n'en ont plus, c'est une particularité évidemment de la population qui ne peut pas s'exprimer dans la majorité des cas. Éclairer les familles, les professionnels dans la prise de décision, donc en allant voir les décisions qui ont été prises puis les conséquences que ça a eu. Instaurer une culture de recherche, d'évaluation continue, d'innovation dans les milieux partenaires. Cette culture est plus développée dans certains milieux que dans d'autres et c'est intéressant de faire des alliances cliniques recherche.
Soutenir l'échange de connaissances. Donc, je vous donne un exemple. Au début de notre démarche, j'avais organisé un symposium sur les soins de fin de vie en contexte de démence. Et vous voyez peut-être le nom de Walliser qui est là dans les conférenciers. Donc, celui qui a développé les 3 instruments. Donc, on avait profité de ça pour l'inviter, échanger avec lui avant de lancer la collecte des données. Autre contribuer à la formation de la relève. Je vous ai donné quelques exemples d'étudiants qui font des stages d'été ou une maîtrise à partir de ces données. Puis vous avez ici, c'est un peu déformé, là, mais une affiche, en fait, pour recruter des étudiants. Puis je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est marqué « Qualité des soins spirituels ». Donc, c'est à l'époque où je m'intéressais à ça et je me disais, on ne mesure pas ça. Ça serait le fun d'avoir un étudiant qui aurait le goût de travailler là-dessus. Donc, c'était une affiche pour publiciser le fait que je pouvais payer un étudiant pour travailler sur ce sujet-là. Puis en fait, l'étudiante qu'on a recrutée avait une majeure en psycho, puis une mineure en religion, ce qui est quand même un profil assez rare, mais qui correspondait parfaitement. Donc, elle a fait sa maîtrise sur ce sujet-là. Autre utilité, guider les décideurs dans l'élaboration de politiques qui touchent cette population. Donc, peut-être certains d'entre vous savez que je fais des travaux sur l'extension de l'aide médicale à mourir en contexte d'inaptitude. Donc, ça se situe parfaitement dans les travaux de l'Observatoire. Et enfin, développer des partenariats pour pouvoir faire des comparaisons internationales qui sont plus valides que la simple comparaison que je vous ai mentionnée tout à l'heure. Alors, je m'arrête ici sur ces réflexions. J'espère qu'on a encore quelques minutes pour discuter. Je veux simplement mentionner que, évidemment, je ne suis pas toute seule. Donc, j'ai des collègues de différentes universités qui prennent chacun un petit morceau en fonction de leurs intérêts pour pousser les analyses plus loin. Alors, voilà, merci.